Bonjour Valérie Nicolet, vous êtes professeure à la faculté protestante de Paris, professeure de Nouveau Testament. Et de grec ancien, mais professeur de Nouveau Testament, oui. Et en route vers le professorat aussi, mais ça c'est pour 2025, à l'université Umeå. Umeå. Dans le nord de la Suède. Exactement. Vous êtes connu pour vos travaux sur la déconstruction. Est-ce que ça vient de vos recherches premières, construire une identité avec l'apôtre Paul, tout en vous appuyant sur l'esprit de la déconstruction de Foucault? Oui, donc ça c'était mon travail de doctorat. J'avais envie de travailler sur la question de l'identité parce que je venais d'un parcours théologique où c'était très balisé en fait, cette idée de qui on est et comment on rend compte de soi-même, comment on donne sens de sa vie. Il y avait un parcours, si vous voulez, pour le dire un peu rapidement, qui passait par Paul, l'apôtre Paul, le réformateur Martin Luther, le penseur danois Søren Kierkegaard, et qui peut-être aussi un peu le philosophe Paul Ricoeur, et qui s'articulait autour, au fond, de la fidélité à une parole donnée, si je peux le dire comme ça. Et quand j'ai commencé mon travail de thèse, j'avais envie de confronter cette proposition de sens, qui me paraît très fructueuse, en fait, très prometteuse pour la personne. J'avais envie de confronter ça avec les recherches notamment de Michel Foucault, qui travaille sur un concept d'une identité beaucoup plus fluide. Et au fond, la question, quand j'y réfléchis maintenant avec le recul, pour moi, c'était comment rester fidèle à sa promesse si on pense que l'identité est quelque chose qui est en changement constant, qui peut se déconstruire, qui peut varier selon les moments. Et comment est-ce qu'on peut articuler ça? On va l'évoquer encore, cette construction d'identité, en évoquant vos travaux de recherche universitaires les plus récents, parce que dans l'identité, il y a aussi des traits fixes peut-être, des constantes, des préjugés. Et pour préparer cette réflexion sur l'histoire des préjugés, la déconstruction des préjugés, en allant encore un peu plus loin des préjugés dans le Nouveau Testament, ceux de l'apôtre Paul, nous avons évoqué le fait qu'il existe des opinions préconçues qui perdurent à travers les siècles. D'un point de vue historique, c'est quoi un préjugé et comment le reconnaît-on? C'est une bonne question parce qu'on a l'impression qu'on sait en fait tous ce que c'est un préjugé. Et c'est toujours beaucoup plus facile d'identifier les préjugés qu'on n'a pas nous-mêmes. Si on pense par exemple, je dirais, à un endroit de l'histoire où c'est assez facile d'identifier des préjugés, c'est par exemple la position des Juifs dans le monde, où on peut tracer une histoire des préjugés à l'encontre du judaïsme qui sont assez facilement identifiables, en tout cas depuis le Moyen-Âge. Où on a des accusations qui reviennent régulièrement à l'égard de la population juive, qui ne sont pas du tout basées sur la réalité. On a un petit peu la même chose si on pense au contexte américain, par exemple, à l'égard de la population afro-américaine, où on a des préjugés qu'on retrouve dans des discours racistes sur la paresse de la population noire, leur manque de motivation, des choses comme ça. Donc on identifie assez facilement, je dirais, les préjugés qu'on ne partage pas au fond, avec lesquels on n'est pas d'accord. Je pense aussi évidemment toute une série de préjugés par rapport aux femmes qui ont évolué, qui ont changé. Il n'y a pas si longtemps, un préjugé par rapport aux femmes, c'était l'idée qu'une femme ne devait pas travailler ou n'était pas capable de travailler. Je trouve plus difficile d'identifier les préjugés qui sont à l'œuvre dans nos propres catégories. Et au fond, c'est un petit peu ça qui m'intéresse dans le travail que je fais en ce moment pour mon prochain livre, c'est de réfléchir à des choses qui sont beaucoup moins visibles et dont on a beaucoup moins conscience. Et comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ça ? Est-ce que c'est possible ? Je pense qu'on ne peut jamais être complètement transparent à soi-même, mais en tout cas de faire cet effort-là. Alors avant de partir un peu en voyage en Galatie,
qui est une passion pour les exégètes du Nouveau Testament. Juste pour donner une idée des préjugés de Paul éventuels. Par exemple, il s'adresse à Tite, qu'il a laissé en Crète, et il l'avertit en lui disant « Attention, un prophète a dit, un prophète crétois, toujours menteur, ventre paresseux ». Bref, fin de citation. Oui, c'est amusant parce qu'on voit que dans l'Antiquité, comme aujourd'hui, on a un certain nombre de clichés, si on veut, à propos d'un certain nombre de populations. Donc le Crétois, toujours menteur, c'est un des exemples. On a aussi souvent, si vous vous intéressez un tout petit peu aux lettres du Nouveau Testament, vous avez probablement entendu l'idée que Corinthe était une ville de corruption, parce que c'est un port, parce qu'il y aurait eu beaucoup de prostituées, etc. Et donc on a même ce verbe en grec qui est corinthiser, donc se comporter de manière inappropriée, surtout du point de vue sexuel, qui est associé à la ville de Corinthe. Donc on a un certain nombre de choses, au fond, qui circulent dans l'Antiquité. Paul dit par exemple aussi dans la lettre aux Galates qu'il n'est pas un de ces pécheurs de parmi les païens. Donc parmi les Juifs, l'idée que les païens, c'est des pécheurs épouvantables, ça c'est quelque chose qui circule. Ces préjugés-là, je dirais, ils sont assez transparents. Ce qui m'intéressait par rapport aux Galates, c'est que d'abord on a moins conscience qui étaient les Galates, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et puis c'est moins évident, je dirais, dans la lettre que Paul écrit à ces communautés galates, de reconstruire ces préjugés. Alors la Galatie, c'est le nom peut-être donné à une province turque contemporaine sous l'Empire romain, mais ça correspond, vous me dites si je me trompe, à la capitale actuelle, Ankara. Et l'apôtre Paul, on est en quelle année du 1er siècle de notre ère à peu près? Donc quand Paul écrit aux Galates, on est effectivement dans la première moitié du 1er siècle, probablement autour des années 50. La datation de Galates est un peu difficile, de l'épître aux Galates. Donc à ce moment-là, c'est une province romaine qui correspond au fond un peu à la région centrale de la Turquie aujourd'hui, autour d'Ankara, en descendant jusqu'à la côte sud. Mais ce qui est intéressant, c'est que la population qui est installée là, ou à la moitié du 1er siècle de notre ère, est arrivée en fait probablement au 3e siècle avant notre ère et vient vraiment directement des populations gauloises qui étaient établies dans ce qui est actuellement la France. Et donc on a d'ailleurs un problème, enfin, quand on traduit les sources anciennes, parce que les Grecs, les auteurs grecs vont parler des Galataï, pour parler des populations, ce qu'on appellerait aujourd'hui les populations celtes, probablement, et les auteurs latins vont parler des Galli, ce qui nous a donné gaulois en français. Et en fait, on se rend compte que ça peut couvrir des gens qui habitaient dans ce qui est actuellement la France, mais aussi des gens qui habitaient dans ce qui est actuellement l'Italie, des populations en Grèce, des populations dans ce qui est actuellement la Turquie et probablement même l'Angleterre et l'Allemagne. Donc c'est quelque chose qui recouvre une diversité en fait ethnique ou une diversité de population assez forte. Et moi, ce qui m'a fascinée, c'est que ce que les auteurs grecs et romains anciens disent des Gaulois, de ce que nous on appellerait les Gaulois, enfin vraiment Astérix si vous voulez, c'est quelque chose qui vont aussi dire des populations qu'on retrouve en Turquie. Et a priori on se dirait, enfin aujourd'hui on a quand même un sentiment en se disant que les traditions et la culture turque, elle est assez différente des traditions et de la culture française. Dans l'Antiquité, ces tribus celtes en fait, elles ont une espèce d'unité de caractère, je pense qu'il est aussi caractéristique du préjugé, justement. Il n'y a pas de différence, de diversification géographique. Ce que César dit des Gaulois dans la guerre des Gaules, c'est exactement la même chose que ce que va pouvoir dire un historien grec comme Polybios des populations galates en Turquie. Et c'est peu flatteur. C'est assez peu flatteur, effectivement. Enfin, d'abord, c'est assez amusant de voir que
on parle vraiment beaucoup. Enfin, peut-être c'est un peu... Beaucoup, c'est peut-être un peu excessif, c'est parce que j'ai aussi cherché ça. Mais on trouve énormément de choses sur les Galates si on cherche. Ils sont des sauvages. Ils sont toujours, on les caractérise toujours par leur taille. Ils sont très très grands, ils sont très très forts. Leurs femmes sont très grandes et très fortes également. Ils n'ont aucune peur. Et ce qui n'est pas du tout une qualité dans l'Antiquité, parce que ça montre qu'il manque de raison, en fait. C'est pas... ils ont tendance à être marqués par ce que les Grecs appellent le thumos, la passion, la rage. Donc ils vont, par exemple, quand on décrit leur comportement en bataille, ils vont partir au combat avec un enthousiasme excessif, mais dès qu'ils rencontrent une difficulté, ça va complètement se dégonfler. Et donc, un des éléments qu'on va aussi beaucoup mettre en avant, c'est de dire qu'il faut vraiment se méfier d'eux dans le sens qu'ils n'ont aucun sens de la loyauté. Et on a des histoires assez amusantes, par exemple au moment de la guerre entre Rome et Carthage, où Rome s'allie avec un certain nombre de tribus galates ou gauloises. Ces tribus, quand les Romains commencent à perdre, vont alors rejoindre Hannibal et décider de se battre finalement pour Carthage, comme des mercenaires. Mais Hannibal a repéré qu'il ne fallait peut-être pas faire trop confiance à ces tribus. Et donc, quand il déplace son armée, il va mettre les tribus celtes au milieu de l'armée, avec devant les armées qu'il considère comme étant loyales, qui sont des armées de Numides, et puis derrière, une partie de l'armée qui est dirigée par son plus jeune frère, et en disant justement, ces Gaulois-là au milieu, d'une part, on ne sait pas très bien s'ils vont tenir le coup physiquement, bien, s'ils vont se lasser, et puis qu'ils vont s'asseoir au bord de la route et décider qu'ils ne continuent plus de se battre. Et puis on ne sait pas non plus très bien s'ils ne vont pas décider au fond de repasser vers l'ennemi, parce que c'est plus avantageux d'être du côté de l'ennemi. Donc ils n'ont aucun type en fait, de loyauté, de solidité, de sens du devoir. Et ça, c'est quelque chose qui va être très très répandu dans les descriptions, que moi je trouvais assez amusant en fait, de voir ça. C'est étonnant parce que Paul forge une philosophie épistolaire pour rencontrer les autres, et en même temps il compose avec un préjugé qu'il a lui-même, et ce préjugé, c'est le choc des cultures. Alors, les Celtes occupaient le plateau anatolien turc 300 ans avant Paul. En tout cas, ils avaient une présence qui était assez importante. Ils sont perçus comme étant vraiment la terreur de l'Anatolie à ce moment-là. Mais surtout, ce que je trouve intéressant dans la lettre qu'écrit Paul aux Galates, c'est qu'on retrouve ce préjugé de manque de loyauté. Un des éléments qu'il va leur dire tout au début de la lettre, c'est « Je ne peux pas croire que vous vous détournez si rapidement du message que je vous ai dit ». Et ça, c'est vraiment typiquement quelque chose qu'on retrouve aussi chez César, par exemple. César va dire les Gaulois, il faut s'en méfier parce qu'ils vont tout de suite s'intéresser à la dernière nouveauté. Ils arrêtent les voyageurs pour leur demander quelles sont les dernières choses, entre guillemets, à la mode. Et ils vont suivre, en fait, si je simplifie un petit peu, ils vont suivre le dernier qui a parlé. Et on retrouve un petit peu cette idée dans la manière dont Paul s'adresse à ses destinataires en disant « mais j'étais parti en ayant l'impression que voilà, j'avais fondé cette communauté, vous étiez avec moi, et puis tout de suite, vous avez changé d'avis parce qu'il y a quelqu'un qui est venu vous prêcher quelque chose de nouveau. » Donc on retrouve ce présupposé-là. Et on retrouve aussi, alors assez fortement, dans la manière dont Paul va s'adresser aux Galates, l'idée qu'ils ont un manque de rationalité, qu'ils ne réfléchissent pas. Il y a cette adresse qui est célèbre, qu'on traduit généralement en français par Galates stupide. En grec, le mot c'est anoetoi, et ça veut dire qu'il manque de nous, qu'il manque de raisonnement, et donc qu'ils vont pas... Ils ne réfléchissent pas avant d'agir, en fait. Ce n'est pas qu'ils sont bêtes, mais c'est juste qu'ils agissent, au fond, simplement sur
l'impulsion du moment. Et ça, il me semble que c'est assez présent, en fait, dans la lettre. Après, c'est clair que quand on le voit, on a tendance à le voir plus. Donc, je ne dis pas que ça résout tous les problèmes d'interprétation comme ça, mais je dis que c'est un angle intéressant à garder à l'esprit quand on relit cette lettre. Quand on trouve des préjugés dans la guerre des Gaules, par exemple, des préjugés favorables d'ailleurs, les Helvètes sont les plus valeureux des Gaulois selon le scribe de la guerre des Gaules, on comprend facilement à qui profite le crime, à l'empereur. Mais dans le cas de Paul, à qui profite cette reprise un peu herméneutique? C'est pour convaincre? Non, alors je pense que quand il reprend ses présupposés, moi je dirais il y a deux options peut-être, en tout cas j'ai pensé à deux options. Je pense qu'il y en a une qui est peut-être simplement quasi inconsciente, c'est-à-dire on reproduit ce qui est absolument commun dans l'Antiquité à propos de ces populations-là. Donc ce n'est pas forcément tellement réfléchi en fait. Il y a une deuxième possibilité, et je ne suis pas encore tout à fait sûre que ça soit vraiment la meilleure interprétation, mais je la trouve intéressante. On pourrait imaginer que Paul joue en fait avec le préjugé, en renvoyant les Galates à ce qu'on dit d'eux, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement répandu, et en les confrontant au fond à, c'est un peu une manière anachronique de parler, mais à une image d'eux-mêmes qui n'est pas celle qu'ils aimeraient avoir. Et un indice qui va peut-être dans cette direction-là, c'est l'importance de la notion de pistis dans l'Épître aux Galates. Donc pistis, c'est le mot grec qu'on traduit généralement par foi. Mais dans l'Antiquité, la notion de pistis, la notion de ce qu'on appelle la foi, en fait, c'est une notion qui est vraiment relationnelle. C'est-à-dire que c'est le mot qui est utilisé, qui se traduirait peut-être mieux par fidélité ou par confiance. Par exemple, un général qui s'appuie sur ses troupes, il va dire il a de la pistis pour ses soldats. Les soldats qui font confiance au général en disant qu'il va bien les gouverner, ces soldats ont de la pistis pour le général. Donc ce n'est pas la foi comme nous on dit, on croit en Dieu ou on croit que Jésus est le Christ, mais c'est vraiment l'idée qu'on peut faire confiance. Et dans la lettre aux Galates, Paul va mettre en avant cette notion de fidélité, de confiance. Donc c'est peut-être une idée que comme on a ce reproche que les Galates sont des gens qui ont aucune loyauté, qui ont un manque de fidélité, en les exhortant à la fidélité, il essaye peut-être, c'est une option, j'aime bien jouer avec cette option-là, je suis pas sûre que je sois complètement convaincue moi-même, mais j'aime bien essayer de travailler un petit peu cette notion-là. Il y a cette option qu'éventuellement il essayerait au fond de les faire répondre à ce préjugé en disant vous n'allez pas, comme le crétois est menteur, vous n'allez pas être les Galates que vous avez la réputation d'être partout dans le monde. Ça serait une rhétorique un peu juridique dans ce cas, au sens où on inverse la charge de la preuve et on renverse le présupposé initial. Peut-être un petit peu, oui. Est-ce que, d'après vous, il y aurait des présupposés, des préjugés contemporains encore d'actualité avec une liste à faire, hormis ce préjugé ethnique de Paul? Oui. Alors, disons que par rapport à l'Épître aux Galates, si je reste encore un tout petit peu dans ce domaine-là, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que les commentateurs modernes, en fait, travaillent encore avec l'image des Galates anciens. C'est-à-dire qu'on a un peu cette idée que Paul apporte un message libérateur, un message civilisateur à une population qui, sans Paul, serait perdue et n'a au fond aucune culture, aucune civilisation propre. Et donc, un effort que moi je trouve intéressant, c'est de montrer que contre les préjugés anciens et contre les préjugés modernes, il y a en fait une civilisation, une culture celte, un développement
d'une population qui n'est pas du tout aussi sauvage et barbare qu'on veut bien le montrer. Donc ce préjugé, je dirais, ce présupposé, c'est peut-être pas un préjugé, c'est peut-être plutôt un présupposé, que Paul va toujours fonctionner comme quelqu'un qui amène la civilisation, ça je crois que c'est quelque chose qui est encore très puissant dans nos églises, aujourd'hui dans nos constructions modernes de Paul. On perçoit Paul comme le libérateur, comme celui qui amène la civilisation, comme celui qui élève, si on veut, l'âme, l'esprit, l'intelligence de celles et ceux à qui il s'adresse. Et vous-même, vous développez une toute autre herméneutique. Le texte de Paul, pour vous, c'est l'occasion d'une rencontre de l'autre, d'une mise en commun, d'un travail commun sur l'identité et les représentations. Oui, en tout cas, je trouve que ça vaut la peine de se réfléchir et de se dire, mais peut-être qu'il n'a pas fait ça tout seul. Et peut-être qu'en face, il a des gens qui approprient son message, qui le travaillent, qui le reprennent à partir de leurs propres éléments culturels et qui le développent pour en faire quelque chose qui les aide à vivre. Donc il n'arrive pas dans un vacuum, dans un vide, où il apporte simplement, si vous voulez, un peu cette idée qu'il apporte la bonne parole et puis ils découvrent ça et puis ça amène une élévation. Je trouve qu'un modèle où il y a des interactions et des dialogues entre les communautés et Paul, pour moi, ce modèle-là, il est plus intéressant. Et évidemment, on n'a que les lettres que Paul a écrites aux communautés, mais a priori, ces communautés, elles ont écrit à Paul aussi. Elles ont travaillé, elles ont pensé, elles ont réfléchi, elles ont développé des choses. Je trouve qu'on le voit le plus clairement, je pourrais donner quelques éléments pour Galates aussi, mais on le voit le plus clairement dans l'Épître aux Corinthiens. Dans l'Épître aux Corinthiens, Paul s'adresse notamment à un groupe de femmes qu'il qualifie comme des prophétesses et il explique à ces prophétesses la façon dont elles doivent se comporter dans la communauté pour pouvoir prophétiser. C'est le célèbre passage où il dit que les femmes doivent prophétiser en se couvrant la tête. Et alors se couvrir la tête, on ne sait pas très bien comment l'interpréter, mais c'est lié en tout cas à l'autorité. C'est-à-dire qu'elles doivent être subordonnées à une autre autorité. On peut très bien imaginer que dans ce dialogue avec les femmes de Corinthe, elles ont reçu le message de Paul. A priori, ce message a quelque chose à voir avec le fait qu'il faut, par exemple, il le dit dans d'autres lettres, il faut revêtir Christ, ou il faut incarner Christ dans sa propre personne, il faut revêtir le Messie et puis agir de manière comme si on était dans les temps de la fin. Alors donc on peut imaginer que ces femmes, en entendant ça, se disent, voilà, maintenant nous on est des véhicules du Messie dans les temps de la fin, donc un certain nombre de restrictions qui auraient pu avoir lieu dans les temps anciens n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, et donc on peut enseigner. Nous, c'est comme ça qu'on comprend ce message que Paul nous a apporté. Donc il y avait une grande, je dirais, il y a le potentiel d'une... Peut-être qu'on pourrait utiliser le mot de libération aujourd'hui pour ce groupe-là. Et en retour, Paul se dit non, en fait ça c'est allé un petit peu trop loin, c'était pas exactement ce que je voulais dire. Donc il remet les choses en place en disant finalement, ok, oui vous avez une certaine autonomie, oui ok vous êtes des véhicules du Christ, etc. Mais n'empêche vous êtes quand même soumise à l'autorité masculine. Donc là il me semble que dans Corinthiens on voit assez clairement, on peut assez facilement reconstruire l'échange qui aurait pu se produire. D'autres exégètes féministes notamment l'ont fait, d'ailleurs, ont travaillé sur cette idée de qu'est-ce qui se passe chez ces femmes à Corinthe. Dans Galates, c'est un petit peu, à mon avis, c'est un petit peu plus difficile, et peut-être c'est aussi un petit peu plus difficile parce que c'est des thèmes moins d'actualité. Dans Galates, ça se cristallise autour de la circoncision, de la nécessité ou non de la circoncision, et ça se cristallise aussi autour de comment est-ce qu'on continue ou pas de participer au culte impérial. Et donc là, on entre dans des questions qui sont peut-être un peu moins, je dirais, immédiatement pertinentes pour le monde contemporain, mais où on voit au fond des options différentes sur comment concilier un certain nombre d'identités. Et Paul a quand même cette idée que
l'identité en Christ, si on veut, doit être au-dessus de toutes les autres. Et moi, j'ai l'impression qu'un certain nombre de personnes dans la communauté galate disaient on peut très bien ajouter l'identité en Christ aux autres identités qu'on a, au fait qu'on participe au culte impérial romain parce qu'on fait partie de l'Empire. On a peut-être aussi un certain intérêt pour les pratiques et les traditions juives, et donc on ne va pas abandonner ça, et puis on cumule simplement les identités. Et là, il y a une tension où Paul n'est pas d'accord avec ce cumul d'identité. C'est à cela qu'aboutira sa démonstration dans Galates. Alors l'épître de la liberté, l'exemple typiquement rabbinique qu'il donne pour preuve de descendre de l'esclave ou de la femme libre, à ces Celtes, à ces Gaulois, il leur propose un modèle qui dépasse ces différences? Alors je ne sais pas s'il dépasse les différences. Pour moi, c'est assez intéressant parce qu'on voit effectivement, donc il y a ce très célèbre verset dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Et donc on a effectivement l'impression, il est souvent utilisé ce verset pour parler d'un universalisme, justement d'une idée que toutes les catégories s'effacent. Mais je pense l'effet pervers, si on veut, de cet effacement, c'est que les catégories s'effacent, mais au profit d'une homogénéisation, si je peux le dire comme ça. Ça veut dire que tout le monde, Paul le dit d'ailleurs ailleurs, Paul le dit ailleurs, tout le monde doit devenir comme lui. Et un des effets, si on veut, pervers, qu'on constate d'ailleurs dans l'histoire longue alors du christianisme, c'est que le critère au fond qui assure l'universalisme, c'est un critère d'abord masculin, généralement plutôt blanc, et puis disons éduqué ou d'un milieu social relativement aisé. Et donc du coup l'universalisme se fait en écrasant les différences. Il y a cette idée en fait que l'universalisme va, au lieu de se faire à travers les différences de chacun, va vraiment se faire ce qu'on appelle un universalisme au fond qui surplombe et qui efface les différences au lieu de les prendre en compte. Et ça pour moi c'est un universalisme qui est insatisfaisant. C'est la thèse inverse d'Alain Badiou qui attribue à Paul la fondation de l'universalisme en Europe. Vous, après examen, vous lui attribuez la fondation de quelques préjugés qui devront être déconstruits par la suite. En tout cas, je pense que si on lit Paul comme étant, comme étant l'apôtre d'un universalisme qui ne réfléchit pas à la différence, moi, je trouve ça très problématique. Je ne suis pas du tout convaincue en fait, de Paul comme universaliste. Parce que justement, même si cette identité en Christ est celle qui est l'identité surplombante, en fait, après, dans les communautés, il y a des différences. C'est assez intéressant que dans Galates, l'histoire qui suit directement l'affirmation de l'effacement des différences met en scène, en fait, deux femmes, Sarah et Agar, et la femme qui est précisément l'étrangère, l'esclave, et qui n'est pas juive, son destin, c'est d'être expulsée avec son fils. Donc là, on a, à mon avis, un moment, si vous voulez, qui montre bien comment, dans les faits concrets, cet universalisme, s'il ne réfléchit pas à la différence, il ne peut pas s'appliquer de manière concrète. Et je pense que c'est un vrai défi pour nos églises aujourd'hui, où on parle beaucoup d'universalisme et où on a beaucoup de difficultés à prendre en compte les différences, justement. C'est une invitation à l'étude biblique et au partage. Ah oui, moi je pense qu'on peut réfléchir à beaucoup de questions à partir des textes bibliques. Oui. Merci Valérie Nicolet. Merci.